L'eau, on pense tout de suite à la vie, n'est-ce pas? C'est elle qui façonne nos paysages, qui fait tourner la machine de notre planète. C'est notre partenaire de tous les jours. Mais attention, cette partenaire a un double visage. Quand la machine s'emballe, elle devient une menace. Et pas n'importe laquelle, c'est le premier risque naturel en France. Et voilà, l'image parle d'elle-même. D'un côté, on a l'eau qui nourrit, qui rend tout magnifique, et de l'autre, la même eau qui dévaste tout, qui submerge. C'est cette dualité qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. L'objectif, comprendre ce phénomène pour savoir comment agir concrètement. 2 millions. Ce n'est pas juste un chiffre sur un écran, c'est 2 millions de personnes, en France, qui habitent dans des zones où le risque d'inondation est bien réel. On parle d'un enjeu national, un vrai de vrai, qui touche une commune sur 3 et même 300 grandes agglomérations. Et le coût de tout ça? Tenez-vous bien, 250 millions d'euros. C'est la facture moyenne, chaque année. Pour que l'on se rende bien compte, ça représente 80% du coût de tous les risques naturels réunis. Oui, 80%. L'impact financier est juste colossal. Alors, maintenant qu'on a posé le contexte, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre le risque, il faut d'abord comprendre comment ça marche. Comment est-ce qu'une simple pluie peut se transformer en une inondation qui emporte tout? Tout part d'un truc qu'on a tous appris à l'école, le cycle de l'eau. Vous vous souvenez? C'est ce mouvement qui ne s'arrête jamais. L'eau s'évapore, elle monte, forme des nuages, puis elle retombe en pluie. Ensuite, elle s'écoule, rejoint les rivières, les océans, et la boucle est bouclée. C'est vraiment ce cycle qui est le moteur de nos cours d'eau, qui les alimente sans arrêt. Et dans ce cycle, il y a un concept super important, le bassin versant. Imaginez une sorte d'immense entonnoir naturel. C'est une zone délimitée par les sommets, les lignes de crête, où chaque goutte de pluie qui tombe va forcément finir au même endroit, ce qu'on appelle l'exutoire. Et c'est la forme de cet entonnoir, sa taille, qui va dicter la vitesse et la force de la crue. Et c'est là que tout bascule. Une rivière, en fait, elle a 3 chemins possibles. Son lit de tous les jours, le lit mineur, un lit un peu plus large pour les petites crues, le lit moyen, et puis il y a le lit majeur, qui est son espace de sécurité, là où elle s'étend quand il y a vraiment beaucoup d'eau. L'inondation, c'est simplement ça. La rivière qui sort de son lit habituel pour aller dans son lit majeur. Le truc à retenir, c'est que si on construit dans ce fameux lit majeur, on construit dans la rivière. Bon, la pluie qui tombe, la rivière qui coule, tout ça c'est de la physique, c'est la nature. Mais le danger, lui, il est souvent aggravé par ce que nous faisons. Alors, regardons un peu le rôle qu'on joue dans toute cette histoire. Alors voilà la grande question. Est-ce que c'est uniquement la faute de la nature? C'est vrai que c'est facile de pointer du doigt les éléments quand une catastrophe arrive. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Pour comprendre, il faut regarder cette équation. Elle a l'air simple, mais elle est essentielle. Le risque, ce n'est pas juste l'aléa, c'est-à-dire le phénomène naturel, la grosse pluie. C'est l'aléa multiplié par les enjeux. Et les enjeux, c'est quoi? C'est nous. Nos maisons, nos entreprises, nos routes. Pour le dire autrement, s'il n'y a rien sur le chemin de la crue, il n'y a pas de risque. Et justement, nos aménagements changent complètement la donne. Regardez. À gauche, on a une vallée naturelle. L'eau tombe, elle s'infiltre tranquillement dans le sol comme une éponge. À droite, c'est la même vallée, mais bétonnée. Le béton, le goudron, ça rend le sol imperméable. L'eau ne peut plus passer. Résultat, elle dévale beaucoup plus vite et en plus grande quantité. Et le graphique le montre très bien. Le pic de la crue est bien plus haut, bien plus rapide et donc bien plus dangereux. Et les conséquences, elles sont terribles et sur tous les plans. D'abord, humaines bien sûr, le risque de blessure, de se retrouver isolé, c'est très concret. Ensuite, l'environnement en prend un coup, l'érosion des sols, la pollution qui se propage. Et puis il y a l'économie, les maisons abîmées, les routes détruites, les emplois perdus, c'est souvent dévastateur. Alors face à un problème aussi complexe, il faut une réponse organisée, une vraie stratégie. Et justement, la société a mis en place une approche très claire. Voyons un peu comment ça se présente. Cette stratégie, elle tient en 3 mots, 3 piliers qui se complètent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça concerne tout le monde, de l'État jusqu'à chacun d'entre nous. Ces 3 piliers sont prévoir, pour ne pas être pris au dépourvu, prévenir, pour être moins fragile, et enfin, protéger, pour savoir comment réagir et organiser les secours. Le premier pilier, c'est prévoir. En gros, c'est de la surveillance 24/7. On a des services comme Météo France qui ont les yeux rivés sur les nuages et les pluies, et d'autres qui mesurent en permanence le niveau des rivières. Toutes ces infos, ça permet de lancer des alertes, comme la fameuse carte de vigilance. Et ensuite, c'est toute une chaîne qui se met en place, des préfets aux maires, pour que l'information arrive jusqu'aux habitants. Ensuite, le 12e pilier, prévenir.
Là, l'idée, c'est d'agir avant que le problème n'arrive. Et l'outil numéro 1 pour ça, c'est de contrôler où on construit. On utilise des plans qui définissent des zones de couleur. En zone rouge, interdiction de construire, c'est trop dangereux. En zone bleue, on peut, mais avec des règles très strictes. Et bien sûr, une grosse partie de la prévention, c'est d'informer tout le monde des risques qui existent. Et on arrive au troisième pilier, protéger. Ça se joue sur 2 tableaux. D'un côté, il y a la protection collective, les grands travaux comme les digues, les barrages, et de l'autre, la protection individuelle, c'est-à-dire nous. Et là, le mot d'ordre, c'est la préparation. Avoir un kit d'urgence prêt, savoir comment couper l'eau et le gaz, et repérer à l'avance un endroit en hauteur où se mettre à l'abri. Ok, on a vu la théorie, la stratégie, c'est super important. Mais savoir quoi faire soi-même quand l'alerte est donnée, c'est juste vital. Alors, voyons maintenant les gestes qui peuvent faire toute la différence. En fait, il y a 3 moments clés. L'avant, le pendant et l'après. Avant l'inondation, on se prépare. On fait son kit d'urgence et on met en sécurité ce qui a de la valeur. Pendant, quand ça arrive, on reste à l'écoute des consignes, on coupe les réseaux, électricité, gaz, et surtout, on monte à l'étage ou sur un point haut. Jamais, au grand jamais, on ne prend sa voiture. Et après, une fois l'eau partie, on aère bien, on ne rebranche rien sans l'avis d'un pro et on contacte son assurance. Et voilà, ce schéma résume tout ce qu'on vient de se dire. C'est le lien direct entre la connaissance, comprendre comment l'eau fonctionne, et l'action, avec nos fameux 3 piliers. C'est vraiment ça la clé. Comprendre les mécanismes, c'est le tout premier pas pour bien gérer le risque. Quand on comprend, on ne fait plus que subir, on commence à maîtriser. On termine là-dessus, avec une question pour réfléchir. La connaissance, on l'a. La stratégie, elle est claire. Les outils pour comprendre et pour agir sont là, à notre portée. Au final, la gestion de ce risque, c'est l'affaire de tous, tout le temps. La vraie question, c'est donc de se demander à quel point l'endroit où l'on vit est-il vraiment préparé.